On poursuit l'émission d'hier. Hier, nous avons reçu des personnalités qui ont tout un jour frôlé la mort. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose de revoir les meilleurs moments de l'émission d'hier. Un dimanche d'octobre 1995, Guillaume Depardieu a frôlé la mort. Il a eu un terrible accident de moto. J'ai perdu ma jambe, mon bras, mes doigts, j'étais pianiste. Vous avez donc été à l'hôpital, vous avez été opéré 17 fois. Vous avez contracté un staphylocoque doré, une maladie contractée à l'hôpital. Oui. C'est tellement compliqué à dire. C'est un scandale. Et moi, je suis indigné et en colère. Et je me battrai jusqu'au bout. Le 2 mars 2001, Dominique Bromberger a failli mourir. Il a été renversé par un camion. C'est-à-dire que le camion qui arrivait en face, au lieu de continuer tout droit, au feu, comme ça, il a tourné à gauche et je suis allé m'écraser contre lui. Quand on s'approche de la mort, c'est pas si terrible que ça. En fait, ce qui a été dur pour moi, c'est le retour à la vie. Le 30 juin 2002, Jean-Marc Sylvestre, lui aussi, a failli perdre la vie. Il est tombé très gravement malade. On a décelé un staphylocoque doré. En 3 jours, 4 jours, vous avez le bras paralysé. En cherchant dans le cœur, on a découvert que j'avais, au départ, m'a-t-on annoncé une tumeur à l'entrée de la horte. Je me suis fait à l'idée que c'était fini. J'ai eu très peur pendant quelques jours. Peur de laisser des enfants, des proches. J'ai voulu les faire venir tous. Si on avait pu me donner une petite pilule. Pour partir aussi. Jean-Marc Sylvestre, si ce jour-là n'était pas arrivé, s'il n'y avait pas eu le staphylocoque, s'il n'y avait pas eu l'opération, qui seriez-vous aujourd'hui? Je serais peut-être quelqu'un qui aurait eu un autre problème parce qu'il avait une vie trop stressée, qu'il ne voyait pas les gens qu'il aimait autour de lui, qu'il ne savait même pas qui il était. Je crois que cette épreuve m'a un peu appris qui j'étais. Ça m'a... une chose que j'ignorais un peu. Et puis j'ai surtout découvert mon entourage. J'ai découvert ma fille, qui a été formidable. J'ai une amie qui m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai une chance énorme, c'est d'avoir connu les médecins. L'angoisse d'un malade, c'est de savoir si le médecin que vous avez en face de vous est un bon médecin ou un mauvais médecin. Comment on le sait? À la poignée de main. J'en sais rien. C'est-à-dire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que le médecin, les bons médecins ne décident jamais rien tout seuls. Ils travaillent toujours en réseau et en groupe. Ce sont des bandes qui se font confiance. D'accord ou pas? C'est des équipes. Et le médecin qui arrive en disant « je sais ce que vous avez, c'est ce qu'on va faire », celui-là, il faut vraiment le fuir. Hein? C'est un dangereux. Mais c'est découvrir que l'hôpital, ce n'est pas forcément une entreprise comme les autres, quoi. Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? L'état d'esprit, c'est que il y a des choses qui m'ont agacé pendant la maladie, c'est la culpabilisation. Il y a un certain nombre de médecins ou même certains membres de l'entourage qui vous en culpabilisent, qui en arrivent involontairement à vous culpabiliser quelque part en vous disant si vous avez eu ça, c'est parce que vous avez trop travaillé, vous avez trop stressé, vous avez trop fumé, vous avez trop baisé, vous avez trop conduit, vous avez trop voyagé, vous avez tout ça, etc. Non, c'est pas vrai. La maladie, elle est injuste, elle est bon. Alors. C'est vrai qu'il faut se protéger, qu'il faut Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Ça fait combien de temps que ça vous est arrivé? Il y a 1 an pile. 1 an pile? Pourquoi vous lui posez cette question, Guillaume? Parce que c'est important. Parce que là, il est encore fragile. Et après, avec le temps, il va prendre de plus en plus confiance. Et comme il le disait très justement, il saura faire la part des choses par rapport à son entourage et par rapport à tout ce qu'il a vécu. Et il n'aura aucune culpabilité, j'espère, pour lui. Est-ce que justement, tous les trois qui êtes pour l'instant sur ce plateau, vous vous sentez proches les uns des autres parce que justement, avec votre connaissance, entre guillemets, de la mort, vous n'êtes plus tout à fait comme les autres qui ne l'ont pas connue? Moi, je ressens ça, là, en vous voyant tous les trois et en vous entendant. Je me suis senti proche du combat de Guillaume Depardieu. Bon, parce que, je ne l'aurais pas dit, mais il l'a dit, nous avons eu le même hôpital, à Croix-Saint-Simon, et
parce que les maladies nosocomiales, c'est un scandale français. Ça tue 10 000 personnes par an. C'est un scandale. Enfin, on peut aller Et à que 20 les 000. médecins ne disent rien parce que ça touche à leur profession, etc. Et il y a quelques médecins qui commencent à en parler, il y a quelques médecins qui commencent à se battre. Bon, le scandale des antibiotiques, il faut le dire. Donc, je suis proche de ça, je suis proche de son combat. Je trouve que le combat qu'il fait, qu'il mène, est formidable. Je ne suis pas totalement d'accord avec les formes qu'il utilise, qui sont les siennes. Bon, mais s'il peut faire bouger... Tu es un jeune garçon. Il a toujours réponse à tout. Ben non, mais c'est vrai, je suis un petit con, moi j'ai 32 ans. Parce qu'on a un système de santé qui est formidable, qui est un des meilleurs. Oui, c'est pour ça, Voilà. c'est ça. Donc il faut pas mon vrai l'abîmer. problème, c'est ça. C'est que Faut je pas ne veux l'abîmer. pas l'annihiler sous prétexte que même si on est vraiment dans la merde, franchement, hein, c'est le mot. Mais on a quand même... Il faut dire la vérité. Et il y a des gens qui sont bien soignés. Moi, j'ai eu une chance inouïe, j'étais bien soigné. Et il y a des gens qui ne sont pas soignés. Et c'est parfois une question d'argent. Et c'est vrai que la prothèse... Non, c'est une question d'argent. C'est pas toujours une question d'argent. C'est une question d'argent. Non, c'est une question de connaissance. Écoutez, la première canicule, elle a eu lieu le 6 juin, le jour où je me suis fait amputer. Je peux vous dire qu'il faisait 40 dans les chambres, il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait rien. Donc moi, j'avais 200 balles pour aller acheter un ventilateur. Et quand j'ai vu que ça tombait comme des mouches autour de moi, la première canicule, je vous parle de la deuxième, hein, la première, je suis parti au bout de 15 jours et j'ai acheté 10 ventilateurs pour les vieux et les jeunes. Les vieux, ils n'ont pas l'habitude, enfin ils n'ont plus l'habitude d'avoir un instinct d'hydratation. Les jeunes, on leur met le biberon dans le bec, ça va. Mais les vieux n'ont plus cet instinct-là. Donc j'ai acheté 10 ventilateurs et qu'est-ce qui s'est passé? La grosse canicule après. Et la grosse canicule, c'est quoi? C'est 15 000 morts. Enfin, on a bien compris que votre combat, c'était plus d'argent pour les hôpitaux et aussi la dénonciation de... Mais ce n'est pas une question de plus d'argent, c'est une question de discipline. Comment on a suffisamment d'argent, mais c'est tellement mal exploité. Le problème, c'est que, d'abord, ces gens-là ne sont pas rémunérés. Je suis désolé, ils font un métier épouvantable, qui peut rendre des fois même très méchant, mais qui, généralement, quand on tombe dans un bon service, rendent au contraire espoir en la vie et en la pérennité de la force humaine, tout simplement. Mais ça n'est pas, il y a vraiment un vrai problème d'organisation, c'est tout. Jean-Marc Sylvestre, je rappelle le titre de votre livre, Une petite douleur à l'épaule, où vous racontez votre expérience. L'épaule gauche. À l'épaule gauche. Ouais, ça, oui, j'ai essayé de la raconter parce que j'avais envie de mettre tout à plat, pour y voir clair moi-même, et puis pour essayer d'en sortir, et j'en sors là, j'en sors. En tout cas, merci pour votre témoignage extrêmement bouleversant. Je vais vous libérer car vous devez vous en aller. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous demande à présent d'accueillir quelqu'un qui a également frôlé la mort le 9 novembre 70. C'est une femme cette fois. Ce jour-là, elle a été victime avec son mari d'un très grave accident de la route. Elle est restée 6 jours dans le coma. Je vous demande d'accueillir Rika Zaraï. Bonjour Rika. Vous, c'était le 9 novembre 70. Est-ce que, accident de la route, est-ce que comme Dominique Bromberger, vous vous souvenez très exactement du moment où ça s'est produit? Oh oui, je me souviens tellement bien parce que toute la matinée, mon mari qui est très calme et très rationnel et qui prend la voiture comme si, je ne sais pas quoi, il passait à une autre pièce dans l'appartement. Pour lui, c'est vraiment décontracté. Et toute la matinée, il a dit « Je me sens mal, quelque chose ne va pas ». Alors il a essayé 6 fois en rentrer dans des garages pour la pression des pneus, pour est-ce qu'il y a de l'huile dans le moteur, une chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Il a refusé qu'on ait des jeunes parce qu'il a dit je vais être lourde après, je ne veux pas.
Et puis, l'accident s'est produit vers 2 heures l'après-midi. Je me souviens très très bien. Le vent a soufflé très fort, il pleuvait extrêmement fort. Et on marchait, à notre droite, il y avait des collines douces. Et soudain, une route a coupé ces collines. Et le vent, à 140 à l'heure, s'est engouffré. Et il n'a pu rien faire. Et j'ai vu qu'il tente de tourner le volant à droite, alors que la voiture, une grosse voiture américaine, tombe dans le ravin. Votre voiture ou une voiture en face? Non, non, Votre voiture. notre voiture sur le toit d'une maison. Il n'y avait absolument rien à faire. Je me vois tomber et je vois, avant que la voiture s'écrase, juste une femme à la fenêtre en train de hurler et fait avec ses mains comme ça. C'est la dernière image que j'ai. Quand vous vous êtes vu tomber, à quoi vous avez pensé? Est-ce qu'on pense à quelque chose d'ailleurs, ou ça va trop vite? Est-ce qu'on voit sa vie défiler? Non, je ne croyais pas encore. J'ai dit dans ma tête, mais pourquoi elle hurle comme ça, sachant que je tombe? Et puis, non, une sorte d'inconscience. Je ne croyais pas encore. C'était grave, c'était une seconde avant peut-être mourir, et je ne croyais pas encore. Vous vous êtes retrouvé dans le coma? 6 jours. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 jours de coma? J'avais la conscience de connaître les miens, de connaître les gens de la famille, des amis. Je pouvais converser à la rigueur 30 secondes avec eux, mais je les ai connus, reconnus. Alors tu vas bien, toi ça va bien. Fermer les yeux et puis s'est réveillé 10 minutes après et voir la même personne à côté de moi et lui dire « Ah, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avant ?» Oublier complètement. Ça veut dire une sorte de conscience par intermittence. Qu'est-ce qui s'est produit, Rika Zaraï, quand vous vous êtes réveillé? Déjà, il se passait 3 mois pendant lesquels je voyais tout en double. Ça veut dire les personnes interposées sur personne. À cause d'un traumatisme crânien? À cause du traumatisme que vous aviez vécu? 3 traumatismes crâniens, et puis voir le mur comme s'il était cassé au milieu et qu'il vient en 2 morceaux. Enfin, c'est une sensation très étrange qui a ajouté à ces sentiments de non-conscience. Donc, je me suis réveillée très lentement. Ça a duré 3 mois avant que je commence légèrement à être moi-même, être consciente de moi, qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, etc. À quel moment, et est-ce que vous avez vécu un moment pareil d'ailleurs, à quel moment vous avez eu le sentiment que vous aviez frôlé la mort? Pas encore. Pas encore. Je sais que peut-être au bout de 6 mois après l'accident, une infirmière m'a dit, affolée, elle dit, vous savez, les gens de la gendarmerie ont envoyé vos vêtements, vos choses. Et elle me dit comme ça, toute étonnée, savez-vous que vous étiez le 8e accident sur ces mêmes points? Et j'ai dit, 8e? Elle me dit oui. Et j'ai dit, et les autres 7 accidents? Et elle me dit comme ça, froidement, tous morts. Et là, je marquais un temps, et je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais moi aussi, j'aurais pu être morte. C'est la première fois consciente où je pensais à la mort. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez vu les choses différemment? Votre vie différemment? Pas encore, non, pas encore. Vous savez, pour voir sa vie autrement, il faut conscientiser le problème et tirer les conclusions. Ça veut dire apprendre la leçon. Est-ce que les mots, dans ces cas-là, c'est terrible, on a envie de pester contre ces gens qui sont froids, très médicaux finalement, et qui ne prennent pas vraiment conscience que c'est affreux de dire à quelqu'un mon pauvre garçon, dans quel état tu es, ou il y en a 7 autres qui sont morts avant. Est-ce qu'on a envie de les taper finalement, ces gens-là qui vous disent des choses trop crues comme ça? Vous savez, quand on les regarde de près, comment ils travaillent, quand on voit le boulot qui est le leur, à travailler tout le temps dans la misère, parce que n'oubliez pas, si vous travaillez dans une clinique d'accouchement, c'est l'espoir, c'est la vie. Mais quand vous travaillez avec des grands malades, avec des grandes d'urgence, des accidents, c'est tout le temps dans le malheur. Et ils ont affaire de 8 et de 9 heures. Et il y a la canicule, il y a le froid. Est-ce que ça nécessite toujours un langage aussi cru et de ne pas prendre de gants finalement avec les gens? Bien sûr que non, mais on peut comprendre. Bien sûr que non. Et parfois, ça peut même changer une vie. Mais je dis que quand on le regarde travailler, et moi j'avais tout mon temps, j'avais 8 mois et demi, j'étais couchée, paralysée, et j'avais vraiment le temps de le regarder travailler,
j'en sors avec énormément d'admiration pour eux. Est-ce qu'il y a un moment de désespoir, comme tous nos invités l'ont dit, Dominique Bomberger, Jean-Marc Sylvestre? Ah oui, énorme. C'est vers 7 mois après l'accident, alors que je suis toujours couchée dans une coquille en plâtre qui m'encercle depuis sous les genoux jusqu'à sous les bras et que je ne peux pas bouger du tout. Mon mari s'est procuré à New York une paire de lunettes prismatiques pour poser un livre sur le ventre et essayer de lire. Mais bon, si on arrive à dépasser 5 à 8 minutes de lecture comme ça, c'est le grand maximum. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Mais toujours une sorte d'inconscience à ce que ça ira. Et puis, mon mari lui-même était extrêmement accidenté, très très fort. Et puis, à l'instar des Bomberger, il a perdu le genou gauche. Et opération sur opération. Et enfin, il commence à marcher avec des béquilles. Vers 6 mois, je le vois enfin commencer avec des béquilles. Et là, il commence à maigrir. Et il a perdu 12 kilos. Et je sais que ce n'est pas à cause de son état médical. Et là, la conscience commence à me pénétrer et que c'est à cause de moi. Je dis là, c'est quelque chose qui me touche moi et pas lui. Et donc, j'essaie de lui parler, de lui tirer le verre du nez, d'insister, de pleurer. Et à la fin, il craque. Et il me dit, tu sais, les médecins, ils font tout, mais ils n'ont plus d'espoir. On te donne vous? Pour moi. Et c'est là où, comment vous dire, comme si l'accident arrivait à ce moment-là. Comme si ma tête vient d'être fracassée contre un mur. Comme si ça me touche et je me dis, waouh, mais jusqu'à maintenant, je n'étais même pas consciente. Maintenant, je vois ce qui est arrivé, alors que j'étais une imbécile heureuse. Et je croyais que tout va bien. Oui, c'est à ce moment-là. Hein. C'est à ce moment-là. Et là, je commence à faire le compte de ma vie. Et alors? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ok, j'ai traversé le monde d'un bout à l'autre, j'ai pris des avions, des trains, j'étais sur scène, j'ai chanté devant des milliers de personnes. Et je me disais, et alors, et puis, est-ce que c'est ça le but? Est-ce que tu as fait assez pour toi-même, pour les autres? Est-ce que tu étais quelqu'un de responsable? Est-ce que tu étais quelqu'un, donc, sa vie avait un sens? Et je me disais que non. Et cette conscience de choses, et cet état où les médecins font tout et qu'ils n'ont plus d'espoir, je me dis, ça ne vaut pas la peine de vivre, de continuer de vivre. Vous avez voulu arrêter? Oui, oui. Je me dis, mon mari, il va s'en sortir maintenant, ma fille, mes familles, les gens que j'aime, je ne vais pas leur infliger une femme amère et couchée, paralysée à vie. Je dis non, ça, ce n'est pas une vie. À tort, bien sûr, mais à l'époque, c'était mon état d'esprit. Et on m'a donné des pilules pour dormir tous les soirs. Et j'ai commencé à mettre de côté, à ne pas le prendre, et mettre de côté dans un petit Kleenex. Et puis, de me dire, il faut que je ramasse assez pour ne pas rater mon coup. Il faut que ça marche du premier coup, vraiment pour de bon. Et j'ai eu peut-être 20 pilules. Je dis là, la quantité, c'est bon. Et puis, un soir, j'ai embrassé mon mari. Enfin, c'est lui qui m'a embrassée. Je ne pouvais pas bouger. Ma fille, les membres de ma famille. Et j'ai dit, bon, c'est pour ce soir. Et j'ai commencé à réfléchir. Et c'est certainement l'instinct de vie. Parce qu'il y a une question qui m'a torturée tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? Qu'est-ce que tu as fait pour toi-même, pour t'en sortir de cette situation? Et puis, je me répète, je dis, je suis dans le meilleur hôpital avec les meilleurs et médecins, opérateurs. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et chaque fois, je me dis, tu dois faire quelque chose pour toi-même. Et puis, 1 heure arrive et je dis, j'avale maintenant. Et puis, j'ai dit, bon, 1 heure ou 1 heure et demie, quelle différence? Et puis après, j'ai dit 1 heure et demie, 2 heures, quelle différence? Et 3 heures, quelle différence? Et 4 heures, quelle différence? Et vous n'avez jamais pris les pilules? Non. À 5 heures le matin, avant que les infirmières arrivent pour faire la première toilette. Parce que ça, c'est aussi intéressant quand même. Hein. Vous êtes sur un lieu d'hôpital, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas déféquer, vous ne pouvez pas uriner, vous ne pouvez pas vous laver. Non. C'est quand même important, tout ça.
Et comment? Alors, ça fait partie quand même de l'impudence. Oui, mais de ne pas vouloir vivre. Enfin, certaines personnes peuvent en concevoir, au contraire, qu'ils veulent vivre, ce qui était mon cas après. Qu'est-ce qui s'est passé à 5 h du matin? À 5 h du matin, j'ai pris mes pilules, j'ai entortillé bien dans le petit Kleenex et j'ai mis dans le verre d'eau pour ne pas avoir de regrets après et pour pas que je puisse le reprendre parce que la gélatine autour de ces capsules va fondre et il sera impossible d'accéder au produit qui va me faire dormir. J'ai mis ça et l'infirmière qui rentrait, alors la nuit, est-ce que c'était bien et tout? Et je lui ai dit comme ça, presque brutalement, j'ai dit, changez-moi le verre, donnez-moi un verre d'eau tout propre. Alors, elle jette machinalement, elle me donne un verre d'eau. Donc, je savais que, momentanément, bon, c'était plus possible de faire cet acte désespéré. Elle fait ma toilette. Et chaque fois, je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour moi-même. Et vers 9 h le matin, je prends le téléphone, j'empoigne le téléphone, enfin je ne peux pas, mon mari le fait, il me passe le combiné et je téléphone à Bruno Cocatrix. De l'Olympia. Le directeur de l'Olympia, disparu hélas, et je lui dis, Bruno, donne-moi une date à l'Olympia. Et lui, comme tout Paris, savait que je ne marcherais plus jamais. Alors il me dit ces mots, léonin, il dit, écoute ma cocotte, aussitôt que tu seras sur tes quiboles, tu sais très bien que je serai heureux de te recevoir. J'ai dit non, 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 pas ça. Donne-moi une date véritable. Il dit, mais quand tu seras guéri, tu auras ta date. J'ai dit non, pour être guéri, j'ai besoin de la date. Il vous a donné une date à combien? À 8 mois de là, mais une date bidon au départ. Il ne croyait pas du tout que je pourrais le respecter. Aujourd'hui, ça fait 1970, ça fait un bon bout de temps. Hein. Oui. Mais vous vous en souvenez comme si c'était hier. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Tout. Tout. Et cet accident m'a transformée. C'était un avertisseur de arrêter de perdre son temps sur des querelles, de jalousie, des mensonges, ce qui bouffe la vie. Cet accident m'a dit, la vie est trop courte, la vie est trop courte. Et il faut aller à l'essentiel. Depuis 30 ans, je fais de mon mieux pour aller à l'essentiel, et pour moi, en tout cas, l'essentiel, c'est sa famille, ses amis, être à l'écoute des besoins des autres. J'ai pris une décision irrévocable depuis ce moment-là. Laquelle? Et cette décision irrévocable, c'est que je chanterai uniquement pour positiver ma vie et la vie des autres, et que j'écrirai des livres pour donner du courage et pour prouver que l'espoir existe, à condition, bien sûr, de lui ouvrir la porte. Et ça, c'est devenu votre combat à vous, après avoir frôlé la mort. Dans quelques instants, nous allons accueillir le skipper Yvan Bourgnon et sa femme. Il a frôlé la mort lors de la route du Rhum, ainsi que le chanteur Philippe Laville, qui a lui aussi eu un grave accident. Mais je vais vous libérer tous les trois, car vous avez des obligations. Merci Erika Zaraï pour votre témoignage. Dominique Bromberger également, ainsi qu'à Guillaume Depardieu d'être venu témoigner sur le plateau de ces machins. Merci à tous les trois. Philippe Laville, lui, a frôlé la mort le 31 janvier 1987. C'est le jour où il a été... 97, 82, oui, pourquoi 87, 97. Ce jour-là, il a été victime d'un très grave accident de ski, cette fois. Il est tombé sur la tête, il a eu les cervicales cassées, il a porté une minerve pendant plus d'1 an. Philippe, quel souvenir vous gardez de ce jour où vous êtes allé faire du ski Calmement. Calmement? Oui, avec des amis. Avec un ami médecin et pilote de rallye qui faisait une course sur glace, donc qui n'avait pas le droit de se casser. Et je rentrais en studio une semaine après. Donc on était très calme. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vraisemblablement plus bas, quelqu'un a dû vouloir passer sur ou sous une corde qui était censée délimiter la piste du hors-piste.
Et ça a fait sortir de la neige dure un petit bout de corde qui était accroché par un mousqueton vraisemblablement à la paroi rocheuse. Ça, on me l'a dit après. Et cette petite corde, enfin, cette corde, une corde de rappel, c'est assez costaud quand même, est passée juste au-dessus des spatules des skis. Et j'allais pas vite, hein, je venais de chausser, donc c'était vraiment 10 km/h, quoi, même pas. Et ça s'est bloqué à un moment. J'ai fait un demi-saut périlleux et je suis tombé sur la tête, sur cette neige qui était assez dure, qui est même très dure, je dois dire, parce que avec le bruit que ça a fait. Et je me suis explosé 2 vertèbres cervicales. Donc voilà, donc je suis tombé sur la tête. J'ai entendu un bruit effrayant. Lequel? Un bruit j'avais tout pété, quoi. Voilà. C'était vous? J'étais sûr que j'avais le cou brisé. Donc, je suis tombé complètement entier avec mes skis aux pieds, parallèles comme ça, couché, un bras en travers de la piste avec le bâton. J'ai essayé de ramener le bâton, mon bras ne bougeait plus. Et là, je me suis dit qu'il se passait des choses assez curieuses, quoi. Vous vous êtes dit quoi très exactement? Vous avez eu peur de mourir? Vous avez eu peur de mourir? Très honnêtement, il y a un pisteur qui est arrivé qui m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit la corde, et il a tourné la tête, il a fait ah merde. Et puis il m'a dit vous avez mal où? J'ai dit j'ai le cou cassé. Bon, alors là, il m'a dit mais non, c'est pas possible, un truc comme ça. J'ai gueulé, j'ai demandé des secours. Bon, et puis à un moment, pendant que les secours arrivaient, hélico, machin, tout ça, parce que ça, j'ai demandé l'hélico, j'avais la carte, je vous précise qu'il faut prendre la carte d'assurance qu'on vous donne avec les forfaits, c'est très important, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une petite carte qui ne coûte rien, ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc j'ai dit que j'avais cette carte, ils ont fait venir l'hélico, et pendant que mon copain François Chatriot, qui remontait de plus bas, me faisait bouger les doigts, parce que je lui dis je suis paralysé, François, je suis en train de foutre le camp, embrasse ma famille. Il me disait mais non, bouge tes doigts. Et à ce moment-là, il est arrivé une jeune femme qui était anglaise, qui parlait très bien le français, qui m'a dit qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé, mon cou est cassé, et puis je parlais avec mes enfants, qui n'étaient pas là. Et elle a commencé à et puis je sentais que je m'endormais, quoi, que je me barrais, je ne sais pas où, mais je savais que je partais. Et elle m'a légèrement, elle était sauveteur, elle m'a légèrement décompressé. Et à nouveau... La tête? Oui, elle a légèrement pris ma tête et elle a tiré, mais très peu, quoi. Elle n'a pas fait de gestes brusques, très peu. Et à nouveau, j'ai commencé à respirer un petit peu en haut. Et voilà. Et bon, après ça, les sauveteurs, les médecins ont été fabuleux, géniaux. Ils se sont vraiment bien occupés de moi. On m'a emmené à l'hôpital, on a fait des examens. On avait dénoté une forte entorse cervicale avec un comment ça s'appelle, un scanner. Et on m'a renvoyé par Europe Assistance le lundi matin par le train avec une Minerve. Je marchais, mais mon bras me faisait horrible. Enfin, j'avais très mal partout. Donc, sous, comment ça s'appelle, antidouleur, les machins. Et puis, en arrivant à Paris, je suis allé voir un médecin que je connaissais, qui m'avait été recommandé par un de mes amis. Je dis son nom parce que il s'appelle Jean-Marie Postel. Il est dans une clinique dans le 14e arrondissement. Et on a fait des radios. Et avec Philippe Laprelle, ils ont regardé les radios et ils ont dit il faut poser des plaques comme ça ici, etc. Donc il fallait m'opérer. On est allé faire un IRM plus fort dans un hôpital. Et là, on a vu le désastre, quoi. En fait, alors que vous étiez rentré en train tranquillement, si je puis dire. Oui, j'ai failli. Enfin, j'aurais pu rentrer en voiture si j'avais écouté mon pote Jacques Lafitte avec lui. 4 heures, on aurait mis. Donc, un désastre. Il fallait réparer tout ça. Voilà. C'est douloureux encore d'en parler de ce moment-là. Vous vous sentez ému quand vous parliez de ce médecin qui a découvert l'ampleur du désastre? Ce qui est émouvant, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont là. Ce médecin, quand il a pris la décision de m'opérer, dans son fort intérieur, il me l'a laissé entendre après. Il ne me l'a jamais dit clairement, mais 8 mois après, on a dîné ensemble. Et dans son fort intérieur, il était, je crois, intimement persuadé que je ne passerais pas le cap de l'opération et que dans le meilleur des cas, donc je me permets de dire dans le pire des cas, c'était une tétra, voire une paraplégie, mais que de toute façon, il y aurait des séquelles physiques très graves, quoi. Et il l'a fait. Est-ce que vous aviez conscience, vous aussi, du fait que vous n'aviez pas beaucoup de chance quand même? Alors, très honnêtement,
je ne sais pas si c'est une force intérieure ou quelque chose, j'ai éludé ça. Parce que j'étais pas mort sur la piste. Et qu'on a dit petite, forte entorse cervicale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Et quand je le disais à des copains, tirer une gueule longue comme ça. Quand j'ai vu le médecin et qui m'a dit je vais vous opérer, on va faire ça et ça et ça, j'étais en face d'un type hyper capable, hyper brillant, et qui s'est montré, qui n'a pas montré de signe d'inquiétude. Vous avez Il me confiance. dit c'est préoccupant, mais... Mais j'ai un pro en face de moi. Ouais. Alors vous, vous êtes fait opérer. Ouais. Ensuite, il y a eu la rééducation, la minerve pendant longtemps. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris conscience de la gravité de votre problème et est-ce qu'il a fallu vous faire aider pour surmonter tout ça? Il y a déjà des maladroits qui vous disent eh ben, pour vieux, t'es passé, tu te rends compte, t'as une chance inouïe, etc. Alors, vous Décidément, êtes les mots sont durs là. sous morphine, il y a enfin 2-3 personnes qui viennent vous voir et qui font la gaffe. Bon, mais ça, on en prend conscience, il faut en prendre conscience. J'ai un peu retardé l'échéance quand même, je dois dire. Parce que j'avais des préoccupations premières. J'ai 3 enfants, j'avais pas envie que mes enfants me voient complètement délabré, parce que j'étais délabré. Et ensuite, quand je suis sorti de la clinique avec un appareillage qui vous prend du haut de la tête et qui va jusqu'au milieu de la poitrine, et on vous dit pas une promenade de 20 minutes par jour et au bras de quelqu'un, commencez à vous dire, bon, c'est chaud, quoi. La souffrance physique, au jour d'aujourd'hui, je suppose qu'Yvan va dire la même chose. On l'oublie. Ouais, j'ai oublié. La souffrance morale, c'est une blessure qui ne se referme jamais. Si ce jour n'avait pas existé dans votre vie, s'il n'y avait pas eu cette corde au ski ce jour-là, qu'est-ce que vous seriez? Qui seriez-vous aujourd'hui, Philippe Laville? Je sais rien, je ne me pose pas la question. Non. Qu'est-ce Non. que ça a changé alors dans votre vie? Ça a tout changé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez entendu plusieurs fois le mot essentiel. Je dirais que je ne tergiverse plus. Je crois que je dis aux gens que je les aime aussi souvent que j'ai envie de le dire. Une joie devient un liesse, une tristesse est un chagrin. Est-ce que j'ai des projets? Non. Je n'ai aujourd'hui pratiquement que des envies. Et si l'envie me prend de m'asseoir dans un fauteuil et de regarder passer les nuages, c'est mon envie. Je demande qu'on la respecte et qu'on me laisse tranquille pendant que je regarde mes nuages. Je suis incroyablement sensible à l'injustice. Incroyablement... Ouais, l'injustice, c'est une des choses. Et puis, alors, bon, évidemment, tous les grands thèmes de la société, la xénophobie, enfin, tout ça, c'est... Mais je vais à l'essentiel. Je n'ai pas envie de perdre de temps. Votre rapport à la célébrité, il a changé aujourd'hui? Il avait... Oui, enfin, ça s'est confirmé, je dirais. J'ai toujours pris ça comme quelque chose de très, très aléatoire, de très... Vous n'avez plus de projet, mais vous avez des envies, et vous avez eu l'envie de sortir un album encore de musique qui s'appelle Retour à la case créole. Et c'est une vraie envie de vous, un album qui vous ressemble, peut-être un petit peu... Ben, ça ressemble pas trop à Philippe Laville. Mais, en tout cas, mais c'est ça ce que vous ressemble au vouliez. mec que je suis, oui. Alors Philippe Laville, il a 2-3 casseroles quand même. Le bonhomme un petit peu superficiel, un petit peu léger, un petit peu... il fait trois chansons et puis il va passer 2 ans à la Martinique, etc. Bon, je crois que ça me colle au basket. À la limite, j'assume. Mais c'est pas ça. Yvan et Florence Bourgnon, merci d'être venus témoigner sur le plateau de C'est mon choix. Votre bateau, votre trimaran, s'est renversé lors de la route du Rhum. C'était la nuit du 12 novembre 2002, c'est ça? Tout à fait. Vous êtes resté 5 jours en mer, avec de l'eau jusque-là, c'est ça? Dans la coque de votre bateau? C'est un petit peu le décor. Une tempête exceptionnelle est arrivée sur la Corogne. Donc, la Corogne, c'est la pointe nord-ouest de l'Espagne, qui est redoutée pour être un coin difficile dans les cas de tempête. Et une tempête exceptionnelle dans laquelle le Prestige, d'ailleurs, a coulé, est venue, alors qu'elle n'était pas du tout prévue par les météorologues. Et subitement, donc c'était en pleine nuit. Vous dormiez? Je ne dormais pas depuis 3 jours, depuis le départ. Et donc, cette nuit, le vent était à 80-90 km/h, mais des conditions à peu près maniables, même si c'est assez extrême.
Et en fin de nuit, alors que j'en avais juste un petit bout de chiffon sur le bateau, l'équivalent de 30 mètres carrés, alors qu'habituellement on peut mettre 500 mètres carrés de voile sur ce bateau, j'étais donc dans le cockpit, à l'extérieur, et je m'apprêtais justement à aller affaler ce petit bout de voile en me disant, là, il faut que je me mette à sec de toile, parce que les vagues sont trop grosses, il devait y avoir 10 à 12 mètres de creux, et le vent commençait à monter très très fort. 12 mètres de creux. 12 mètres de creux, oui, c'était à peu près presque la longueur du bateau. Donc quand je prenais les vagues de face, c'était relativement impressionnant. Vous aviez peur? On n'a pas le temps de se dire j'ai peur. De toute façon, il faut agir. Là, c'est l'instinct de survie qui prévaut. Il faut faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand le bateau a chaviré, s'est retourné? Eh bien, en fait, ça a été c'était très brutal et très violent. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait, puisque j'étais donc dans ce cockpit et j'ai été projeté en fait donc vers l'avant, parce qu'il faut imaginer que le bateau pique du nez très très violemment et se retourne comme ça, comme une crêpe. Et en fait, je me souviens juste d'un quart de seconde de me dire j'y vais. Je vais chavirer quoi. Et après, là, c'est là où il y a eu le grand noir. C'est-à-dire, je n'ai pas le souvenir de ce qui s'est passé. Vous avez été inanimé pendant un petit moment? J'ai été inconscient, oui. Je ne sais pas dire combien de minutes, puisque j'étais seul, mais certainement 2-3 minutes. Et alors vous étiez comment? Vous étiez à l'intérieur de l'habitat? Donc j'ai été projeté à l'intérieur. Ouais. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais en cockpit, et que le cockpit, en fait, il y a une bulle. Il y a de l'air. Au fond de cette bulle, il y a un sas pour entrer à l'intérieur du bateau. Et en fait, en tombant à l'intérieur de ce truc, finalement, j'ai été projeté à l'intérieur du bateau, alors que c'était très facile d'être projeté à l'extérieur du bateau et d'être assommé et d'être... Donc vous vous êtes retrouvé avec de l'air, mais dans le noir? Donc je me suis retrouvé à l'intérieur du bateau, complètement dans le noir, puisque c'était c'était 6 heures du matin. Et je me suis réveillé, je pense, quelques minutes après, et j'avais de l'eau, effectivement, jusqu'ici. Et là, quand j'ai repris un peu conscience, je ne savais pas du tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais oublié que j'avais chaviré, et je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas où était l'avant, l'arrière, si j'étais dans un bateau. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de cette situation et à me dire, bon bah là, tu es bien dans ton bateau, tu es bien à l'envers, il y a de l'eau en toi, et tout ça, ça a pris, je pense, quelques minutes. Vous avez eu peur de mourir? On a peur, oui, il y a une appréhension. C'est là que votre femme rentre en action? Donc là, je reprends mes esprits, et donc je décide à un moment donné de dire ok, si je suis dans le bateau, donc je prends une lampe torche, et donc j'allume l'intérieur de l'habitacle, après avoir trouvé une lampe torche étanche. Et là, c'est là que j'ai vu du sang partout, dans l'eau, effectivement. Et là, j'ai réalisé que bon, c'était un peu la catastrophe. Et puis, de fil en aiguille, après, je me dis, il faut que je trouve ce téléphone, parce qu'il y a un téléphone étanche aussi, qui permet justement de déclencher le secours. Et c'est là où, effectivement, je prends mon téléphone et j'appelle par instinct le numéro de Florence. Et ça, c'est Florence qui s'en souvient, parce que moi, je m'en souviens. Aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Florence? Il a simplement dit j'ai chaviré, viens me chercher. Ah. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Et il a raccroché, donc j'ai pas eu le temps de lui demander s'il allait bien. Voilà, ni quel vent il avait, ni s'il avait de quoi manger, de quoi boire, s'il fallait venir très très vite ou s'il fallait venir confortablement. Donc on se dit bon, d'accord, bah, on y va, on va chercher. Alors on va résumer un petit peu. Hein. Vous êtes parti, vous avez réussi tant bien que mal à localiser le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes resté 5 jours? Oui. Hein? En fait, on n'avait pas prévu de rester 5 jours. On ne pouvait pas le localiser parce qu'en fait, on n'avait pas sa position. Et heureusement, il avait un moyen de nous le dire. Mais tout ça, ce n'était pas si évident quand même. C'est-à-dire parce que la balise ne marchait pas en fait. Oui. Donc on n'avait aucun moyen de savoir où il était. Sauf quand lui nous téléphonait et pouvait nous donner une position. Mais ça ne marche pas toujours. C'est vrai que vous êtes passé devant une fois. Le dernier jour, oui, le dernier jour, on est passé à même pas 500 mètres. Et on ne l'a pas vu. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez désespéré, Florence, de revoir votre mari?
De revoir les enfants. Les enfants, vous avez eu peur pour vous aussi? Oui, parce qu'en fait, nous aussi, on a été pris dans une tempête en allant chercher sur un remorqueur. Ce sont des bateaux qui ne sont absolument pas marins. En tout cas, pas celui-là. Tous les bons remorqueurs étaient déjà autour du Prestige, qui était en train de couler. Et donc, on a été pris dans cette tempête. Et là, je me suis dit, t'es une idiote, t'as 2 gamins. Yvan, il a quand même une chance de s'en sortir. Mais en fait, je ne savais pas dans quel état il était. Hein. Là, tu as pris un risque inutile. Et en plus, non seulement tu y vas, mais en plus, t'emmènes avec toi d'autres pères de famille qui ont accepté d'aller chercher Yvan parce que lien d'amitié, etc. Est-ce que vraiment, quelque part, c'est pas un petit peu égoïste? Vous avez donc vécu une expérience conjointe, vous, 5 jours dans l'eau, à vous dire que peut-être c'était vos dernières heures. Vous, à vouloir aller rechercher votre pirate et à vous dire que peut-être aussi c'était vos dernières heures et que les chances de le récupérer s'amenuisaient ou en tout cas s'éloigner de temps en temps. À quoi on pense dans ces cas-là? On pense à la mort, on pense à sa vie, on pense à ses enfants, hein, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus, on pense à ses enfants. Moi, c'est vrai qu'aussi, moi je ne m'imaginais même pas que j'allais faire encourir des risques comme ça à Florence. Je lui ai dit cette phrase par réflexe. Et puis quand au bout de 3 jours, on m'appelle, on me dit le remorqueur de Florence est en panne, ils sont en perdition, en détresse au milieu entre moi et la terre, ils sont obligés d'appeler un autre remorqueur pour être secourus. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dans cette situation, j'ai mis ma femme dans la même situation. Et là, tu te dis, oui, effectivement, là, il faut que... c'est pas le moment de lâcher parce que il y a les enfants, il y a les 2 au large. Donc, il y a des moments où vous avez eu envie de renoncer, justement, pendant ces 5 jours? Baisser les bras, ça a dû être dur? Non, t'as pas envie de lâcher. Et moi, ma tâche était de tenir à tout prix. On vous souhaite en tout cas un petit peu plus de calme la prochaine fois que vous reprendrez la mer. Il a pris une grande décision. Pardon, Florence, quelle décision a-t-il prise? Effectivement, il m'a annoncé que le multicoque, il arrêtait pour un moment. C'est plus dangereux parce pour les néophytes que nous sommes. Vraiment envie d'aller faire le Vendée Globe. Donc voilà. Donc il y retourne, mais pas que le même bateau. Le Vendée Globe, c'est 3 mois d'absence et c'est dans des mers où là, je ne peux pas aller le chercher. Donc ça vous angoisse? Fasse comme un peu plus attention. Ça vous angoisse? Oh bah, on va faire avec. Et ben on vous souhaite le meilleur en tout cas, même si vous Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Nous livrez vos témoignages extrêmement émouvants du jour où vous avez frôlé la mort. Merci à vous d'avoir suivi l'émission et à très bientôt.